Marché financier, marché du travail, marché de l'immobilier. On entend le mot marché absolument partout. Mais au fond, qu'est-ce qui se cache derrière ce concept qui semble régir une si grande partie de nos vies? Allez, on va décortiquer ensemble cette mécanique essentielle de notre économie pour voir comment ça fonctionne vraiment. Alors, le marché, qu'est-ce que c'est? La question a l'air toute simple, non? Et pourtant, la réponse est beaucoup plus large que ce qu'on imagine. Il faut oublier un instant l'image du petit marché de quartier. En réalité, le concept de marché est une sorte de système d'organisation pour une immense partie de notre quotidien. Par exemple, quand on achète un vêtement, on est bien sur un marché. Ça, c'est facile. Mais ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on cherche un emploi, on est aussi sur un marché, celui du travail. D'un côté, on échange de l'argent contre un objet. De l'autre, on échange ses compétences contre un salaire. Au fond, c'est exactement le même principe. Bon, pour bien comprendre, le mieux, c'est de commencer par le modèle de base, le marché idéal, tel que les économistes l'imaginent. On va regarder le plan du moteur avant de mettre les mains dans le cambouis pour voir comment il est censé fonctionner à la perfection. Alors voilà la définition de base. Un marché, que ce soit un lieu physique comme un magasin ou un lieu virtuel comme un site internet, c'est tout simplement l'endroit où se rencontrent une offre et une demande. Et de cette rencontre va naître une chose cruciale, un prix, le fameux prix d'équilibre. Prenons l'exemple le plus évident, le marché des biens et services. D'un côté, on a les entreprises qui offrent des produits, des smartphones, des voitures, des salades. De l'autre, on a les consommateurs qui les demandent. Le prix, dans ce cas, c'est tout bête, c'est l'étiquette, c'est ce qu'on paie à la caisse. Mais là où ça se corse un peu, c'est sur le marché du travail. Ici, attention, les rôles sont inversés. Ce sont les individus, les ménages, qui offrent quelque chose, leur temps, leurs compétences. Et ce sont les entreprises qui les demandent. Et le prix de cette transaction, eh bien, c'est le salaire. Et enfin, troisième grand exemple, le marché financier. C'est la même logique. D'un côté, il y a ceux qui ont de l'argent de côté, les épargnants, ils l'offrent. De l'autre, il y a ceux qui en ont besoin pour investir, des entreprises, l'État, des particuliers. Eux, ils le demandent. Et le prix pour louer cet argent, c'est quoi? C'est le taux d'intérêt. On voit bien que le prix est au cœur de tout. En théorie, c'est une sorte de signal magique qui permet de coordonner les désirs de millions d'acheteurs et de vendeurs sans même qu'ils aient besoin de se parler. La logique est d'une simplicité désarmante. Si un produit est vendu trop cher, moins de gens vont l'acheter, la demande va baisser et le vendeur sera obligé de baisser son prix. A l'inverse, si un produit n'est pas assez cher, tout le monde va se ruer dessus, la demande va exploser et le prix va naturellement remonter. C'est un balancier qui cherche en permanence son point d'équilibre. Les économistes adorent représenter ça avec leur fameuse courbe de l'offre et de la demande. Et le point où ces deux courbes se croisent, c'est le prix d'équilibre. C'est l'instant magique. L'unique prix où la quantité que les entreprises veulent vendre est exactement la même que la quantité que les gens veulent acheter. En théorie, c'est une mécanique d'horlogerie parfaite. Oui, une mécanique d'horlogerie, mais en théorie seulement. Parce que dans la vraie vie, il y a très souvent des grains de sable qui viennent gripper les rouages. Le modèle idéal qu'on vient de voir, c'est une chose, mais le monde réel, lui, est bien plus désordonné. Parce que cette belle mécanique, elle ne fonctionne que si des conditions très précises sont réunies. Et c'est là évidemment que la réalité vient rattraper la théorie. Pour qu'un marché soit parfait, la théorie dit qu'il faut 3 conditions. D'abord, la transparence. Tout le monde doit avoir exactement la même information. Ensuite, l'atomicité. Il faut tellement d'acheteurs et de vendeurs que personne à lui seul ne peut influencer le prix. Et enfin, la fluidité. Aucune barrière ne doit empêcher un nouveau concurrent d'entrer sur le marché. Inutile de préciser que dans la réalité, ce trio parfait est quasiment introuvable. Et donc, quand ces conditions ne sont pas là, la belle machine se grippe. C'est là qu'apparaissent ce qu'on appelle les défaillances de marché. Passons en revue les plus courantes. Premier gros défaut, l'asymétrie d'information. L'exemple classique, c'est le vendeur d'une voiture d'occasion. Lui, il connaît tous les petits défauts cachés du véhicule. L'acheteur, lui, n'en sait rien. Cet avantage d'information d'un côté sur l'autre, ça fausse complètement la transaction. Deuxième problème majeur, les monopoles. Quand une seule entreprise ou un tout petit groupe contrôle tout un secteur, elle peut imposer les prix qu'elle veut. On peut penser aux géants du numérique, par exemple. Là, la condition d'atomicité avec plein de vendeurs, elle n'existe plus. La concurrence disparaît et en général, c'est le consommateur qui paye l'addition. Et enfin, il y a les externalités. C'est un mot un peu barbare pour parler des effets de bord. Ce sont les conséquences d'une activité économique sur des tiers, des conséquences qui ne sont pas prises en compte dans le prix. Une usine qui pollue une rivière, par exemple, crée une externalité négative. Elle impose un coût à toute la collectivité, mais ne le paye pas. A l'inverse, l'aménagement d'un parc qui fait monter la valeur des logements autour, c'est une externalité positive. Alors, face à ces pannes, à ces défauts de la machine, on ne peut pas la laisser tourner toute seule dans son coin. C'est à ce moment-là qu'intervient un acteur essentiel, une sorte de mécanicien, l'État, dont le rôle va être de réguler tout ça.
Le point vraiment crucial à comprendre, c'est que l'État n'intervient pas pour remplacer le marché. Son but, c'est de corriger ses défaillances. En gros, il est là pour s'assurer que les règles du jeu sont respectées, que la concurrence peut vraiment exister et que les échanges sont un peu plus équilibrés. Pour faire ça, l'État a une véritable boîte à outils. Contre l'information asymétrique, il impose des règles comme le contrôle technique obligatoire pour les voitures. Face au monopole, il a des gendarmes, les autorités de la concurrence pour les sanctionner. Et pour gérer les externalités, il peut taxer les activités polluantes, comme avec une taxe carbone, ou au contraire subventionner les comportements vertueux. On le voit, le marché est un mécanisme incroyablement puissant, mais il est aussi fragile. Il a besoin de règles et d'un arbitre pour fonctionner à peu près correctement. Et tout ça, ça nous ramène à une question fondamentale. Même quand il est bien régulé, est-ce qu'un système de marché peut vraiment être juste pour tout le monde ? C'est sans doute le plus grand enjeu des débats économiques et politiques d'aujourd'hui.